Alors, excusez s'il y a des ratés, parce que pour une fois, et j'ai le plaisir de le dire, il y aura les aléas du direct et du vrai direct, puisque j'ai des vrais gens avec moi. À commencer par Jean-Michel Tasse, qui nous accueille, puisque nous sommes chez Festo. J'en profite au passage pour saluer mon compère Michel Attimon, qui nous regarde, et j'ai vu qu'il était connecté. Bonjour Michel. Donc je suis chez Festo, dans ces magnifiques locaux, avec Jean-Michel. Merci Jean-Michel, merci Raphaël et à toute ton équipe de nous avoir accueillis. Vous allez voir, il y a un confort absolument incroyable. Alors, cet anniversaire, Eh bien, ça se présente super bien. Donc, bienvenue à tous pour cet événement un peu particulier qui se tient dans les locaux de l'entreprise et en particulier dans ce que nous appelons notre Experience Center. Vous allez avoir quelques informations sur ce que nous y faisons. Donc, je pense que plutôt que de vous en dire trop long sur l'entreprise que vous connaissez déjà sans doute pour beaucoup d'entre vous, je vais laisser la parole à Bruno pour nous parler un petit peu de cet Experience Center et d'échanger avec Cédric. Oui, alors effectivement, c'est pas moi qui vais vous présenter aujourd'hui l'Experience Center, parce que Bruno était extrêmement jaloux et rêve d'animer un web café. Hein, il rêvait d'animer un web café, donc il va avoir la possibilité de le faire et de nous parler de l'Experience Center. Dernier petit mot, Jean-Michel, je crois savoir que on a presque pu avoir le préfet. Oui, enfin la sous-préfète au plan de relance. C'est pas mal. Faouzia Fekiri. J'ai coupé le son là. Non, moi j'ai rien coupé du tout. Frédéric, on vous entend plus? Allô, allô? Frédéric, on vous entend plus? On ne vous entend plus. Je lui ferai sommation. On n'a pas de son. Par contre, on s'entend bien entre nous, je pense. Oui, en effet. Est-ce que c'est... Moi, est-ce que c'est bon? Parfait. Donc, c'est bon. Moi, je fais de plus en plus court à chaque fois. Troisième départ. Là, je suis à l'Experience Center de Festo avec Cédric qui va nous expliquer ce qu'on y fait. Voilà, je vais essayer d'être un petit peu moins expéditif du coup pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Merci beaucoup en tout cas pour cette introduction. Donc en effet, vous êtes ici présent à distance dans l'Experience Center de Festo. C'est un Experience Center qui ne se veut pas être un showroom. On a vraiment cette vocation à avoir une Experience Center plus comme un atelier qui vous est dédié, dans lequel vous pouvez vous approprier la totalité des technologies et de l'environnement Festo. On parle évidemment énormément d'industrie 4.0. Pendant trop longtemps, c'est resté une nuance un petit peu abstraite qui manquait de concrétisation. Et le principal intérêt de cet Experience Center, c'est justement de mettre beaucoup plus de concrétisation sur toute cette phase d'abstraction. L'idée, c'est donc qu'on va avoir plusieurs phases dans l'Experience Center, plusieurs technologies. On va découper, on va dire ce qu'on appelle la Customer Journeys en plusieurs phases. Il y aura une phase d'exploration, une phase
de découverte, une phase d'expérimentation et également une phase de formation, vu que évidemment on considère au sein de Festo que la formation doit être une partie intégrante du développement des personnes et des technologies. Pour ça, on va donc faire appel à des technologies qui ont fait la base de Festo. Donc évidemment, on va retrouver la pneumatique, mais également de la pneumatique digitale, à savoir que la pneumatique en soi, la technologie n'a que très peu évolué, mais c'est la façon dont on va l'exploiter qui aura tendance à venir s'améliorer et venir donc évoluer et changer les processus de production. On va également retrouver des briques qui commencent à toquer sur le pas de la porte, mais de manière de plus en plus forte, parmi lesquelles on va retrouver forcément la robotique, mais très fortement l'intelligence artificielle, également tout ce qui va concerner l'énergie et toutes les parties d'efficience énergétique. Et donc ça, ce sont autant de briques, autant de technologies qui sont déjà à votre disposition au sein de l'Experience Center et que vous pouvez déjà venir manipuler. Comme je le disais en préambule, l'idée, c'est vraiment un endroit que vous pouvez vous approprier, que vous pouvez venir utiliser et sur laquelle il peut y avoir une interaction avec les personnes de chez Festo qui sont toutes et tous experts dans leur domaine, que ce soit en pneumatique, en automatisme, en robotique, voire bientôt en intelligence artificielle, car telle est notre volonté. Parfait, Cédric, c'est très clair. J'espère qu'on m'entend, mais si on ne m'entend pas, en tout cas, chapeau, c'était très clair, très synthétique. Je crois qu'on enchaîne, Frédéric, tout de suite, ou est-ce qu'on a le temps de développer un peu? Allez, on enchaîne. Non, moi, ce que je voudrais juste, je ne peux pas m'en empêcher, on n'avait pas prévu, mais je voudrais que Cédric nous parle du biomimétisme. Tout à fait. Parce que, et de la biomécanique, ou comment vous l'appelez, cette volonté de copier la nature pour essayer d'inventer des nouveaux concepts, des nouveaux outils au service de l'industrie 4.0. Alors, déjà, pour refaire un point de vocabulaire, le biomimétisme, c'est donc de reproduire d'un point de vue technologique ce que la nature fait de mieux. On part du principe tout simple que la nature, elle a des millions d'années d'avance sur nous d'un point de vue développement, et donc c'était pas si bête de reproduire technologiquement ce que la nature a eu la bonne idée de développer au gré des évolutions. Donc ça, c'est le premier principe. Le second principe, vu que la principale, on va dire, fonction du réseau qu'on appelle le Bionic Learning Network, c'est de pouvoir associer plusieurs strates. On va retrouver la strate scientifique, on va retrouver la strate industrielle et également la strate étudiante. Donc de manière à ce que finalement, autour d'un projet annuel qu'on sort habituellement pour la foire de Hanovre, et ben, ce soit plusieurs couches qui d'habitude ont plus ou moins du mal quand même à s'interconnecter, à échanger ensemble, qui vont toutes et tous travailler autour d'un même projet. Donc, Cédric, juste un projet emblématique peut-être dans ce domaine et les applications concrètes qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que Voilà. on m'a parlé de poignées de robots ou de pinces ou de développement qui sont issus de ces technologies? Voilà. Alors, il y a plusieurs projets emblématiques. Si vous avez un petit peu suivi l'actualité de Festo sur le sujet, on a par exemple fait des kangourous, des oiseaux, des chauves-souris. Évidemment, il n'est pas du tout question de retrouver un kangourou, une chauve-souris sur l'unité de production, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est d'en extraire en fait l'essence technologique. Quand on prend en fait la technologie qui se cache derrière le kangourou, on va s'intéresser à la récupération d'énergie. Donc, par exemple, un kangourou va demander un certain niveau d'énergie pour créer un saut, et au niveau du rebond, on va récupérer cette énergie pour recréer un saut. Donc là, par exemple, ce principe qui est tout simple, on peut l'imaginer exploiter pour remplacer les chaînes de convoyage classiques avec un minimum de conservation d'énergie. Après, il y a des projets un petit peu plus matures qu'on va pouvoir qualifier de peut-être un petit peu plus industriels, parmi lesquels la langue de caméléon qui vise en fait à une certaine universalité dans l'appréhension, ou alors d'autres types de préhension plus orientés. On m'a dit que les saucisses de Montbéliard étaient manipulées avec des technologies issues d'une trompe d'éléphant. Donc ça mériterait une émission entière. Je crois qu'il va falloir qu'on y revienne. Alors ça, je ne l'ai pas encore vu, mais on en reparlera content. parce que le sujet est passionnant et ça il démontre que l'industrie 4.0, c'est aussi des concepts issus du milieu naturel. Donc voilà, un sujet passionnant, mais on y reviendra. Ce n'était pas prévu, pardonnez-moi de cette parenthèse. pas de problème. Frédéric, à toi de jouer, je pense. Hein. Pourquoi pas proposer à la sous-préfète à la Relance de parler de la saucisse de Montbéliard dans un prochain web café. Merci Bruno. Juste une petite précision technique pour tous ceux qui suivent le web café. Coupez vos caméras. Non pas qu'on ne veuille pas vous voir, mais ça permet d'avoir ceux qui parlent en plein écran. Alors, j'ai passé la main à Bruno pour l'Experience Center, mais je vais repasser la main. Aujourd'hui, c'est un anniversaire, et comme c'est un anniversaire, je prends des vacances. Et donc, celui qui va animer, on a un animateur de luxe, puisque c'est quelqu'un que vous connaissez, vous l'avez vu à 2 reprises dans nos web cafés. Et je vais passer la parole à Boris Lombard, et c'est Boris qui va maintenant prendre en charge ce café et nous présenter tous les invités qu'il a réunis autour de lui.
Merci Frédéric, effectivement, bonjour à tous. Un panel d'industriels aujourd'hui avec nous pour cette édition spéciale du Web Café. C'est 50 Web Cafés que nous fêtons. Et Frédéric qui sera également à la manœuvre si vous avez des questions pour interrompre les débats. Nous avons plusieurs sujets à traiter aujourd'hui. Interrompre les débats avec les questions que vous voudrez bien nous poser sur le chat. Donc je propose tout de suite de démarrer avec les présentations et honneur aux dames. On va démarrer avec la Benjamine de ce panel qui est Lorraine Bourgeois. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors moi je représente la société Euromac. On est une PME française, on est 10 personnes. On fabrique des outils coupants en France, donc à destination de l'industrie. Et c'est une entreprise familiale qui a été créée par mon père en 1980. Mais le savoir-faire remonte à mon arrière-grand-père, donc à 1910 environ, ce qui fait que le savoir-faire est assez ancien et s'est transmis de génération en génération. Parfait. À côté de Lorraine, nous avons Damien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, c'est Damien Marc, le président de JPB System, donc une PME dans l'aéronautique, PME innovante. Nous sommes 120 personnes. Ce qui est intéressant d'expliquer, c'est que nous étions 3 il y a une dizaine d'années. On a connu une très forte croissance en vendant des produits innovants chez l'ensemble des motoristes aéronautiques de la planète. Cette croissance forte nous a contraints en fait de savoir fabriquer intelligemment et au juste prix. On a donc monté une usine dite 4.0 très tôt, dès 2016-2017. Une usine dans laquelle on a fabriqué une grande expertise de digitalisation, d'intégration d'électronique, d'informatique, de protocoles, à tel point qu'on a décidé de diversifier l'ensemble de nos produits vers des produits plus intelligents, connectés, et également de créer une filiale innovante, une start-up Keyprobe, qui vise à digitaliser les usines du monde. Voilà, nous pourrons en parler. Merci. Merci Damien. À côté de Damien, Martine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Martine Assard. Je suis responsable formation métiers et compétences en charge de l'Observatoire des métiers de l'Institut Mines Télécom. Et l'Institut Mines Télécom n'est pas une industrie, c'est un opérateur de formation. Donc, je suis effectivement voilà, un petit peu en observation par rapport à tous ces acteurs de l'industrie avec lesquels l'Institut Mines Télécom, qui est un réseau de 8 écoles, 7 écoles d'ingénieurs et une business school, eh bien, nous travaillons au sein de chacun des territoires où sont implantés nos campus avec l'ensemble des écosystèmes entrepreneuriaux qui sont en locaux avec nos écoles. Voilà. Martine, justement, va nous permettre de prendre un peu de recul sur l'industrie, puisque tu as une vue globale sur ce qui se passe effectivement dans le monde industriel. Du côté droit, Olivier Schiller. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis président de Septodent. Nous fabriquons des anesthésies dentaires et une vaste gamme de produits destinés aux dentistes. Nous avons réalisé, alors on ne va pas parler de 2020, on va faire référence à 2019, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 90% en dehors de France. Pourtant, nous avons 40% de nos salariés de nos investissements en France, ce qui est assez typique des entreprises de taille intermédiaire françaises qui sont attachées à leur territoire. Et j'ai été nommé également ambassadeur de ETI. Je travaille donc avec les pouvoirs publics pour rendre la France plus attractive aux entreprises de taille intermédiaire, sachant qu'il n'y en a que 5 400 en France contre 12 000 en Allemagne. Et s'il y avait plus d'ETI en France, il y aurait moins de déserts industriels. On n'aurait peut-être pas connu la crise des Gilets jaunes. L'objectif, voilà, c'est d'augmenter le nombre d'ETI en France et notamment d'ETI industriels. Et puis également à la droite d'Olivier, nous avons Alexandre. Donc Alexandre Lacour, je suis président de Someflux, entreprise familiale, 3e génération. On est fabricant de pompes centrifuges. On a d'autres activités à côté avec la société Aplast où on transforme des plastiques dits de haute performance. Donc on part de granulés et on transforme des semi-produits. On a une 3e activité avec les pompes Chabot où on fabrique des pompes à hélice pour le transfert d'eau. Et pareil sur les sujets de digitalisation, très impliqués dans la partie transformation digitale, à la fois sur le process interne de l'entreprise et du coup sur le côté innovation produit, puisqu'on a créé aussi une start-up qui développe en fait un système d'électronique embarquée pour monitorer du coup l'état de santé mécanique des machines tournantes. Merci Alexandre. Je voudrais que Jean-Michel Tasse, qui nous reçoit aujourd'hui chez Festo, se présente à nouveau parce que, en raison des difficultés techniques que nous avons eues tout à l'heure, je ne suis pas sûr, Jean-Michel, qu'on t'ait entendu sur Festo, cette activité
et ta position chez Festo. D'accord. C'est bon là cette fois-ci le son? Oui, alors Jean-Michel Tasse, je dirige l'entreprise Festo France et un peu plus large aujourd'hui puisque ça va jusqu'en Afrique du Sud depuis une vingtaine d'années. Le groupe Festo, c'est une entreprise familiale, une grosse ETI comme il en existe en Allemagne. Nous sommes un peu plus de 22 000 pour un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros avec une très forte concentration sur les métiers de l'industrie, bien évidemment, tout ce qui est automatisme, amélioration de productivité, maintenant gestion énergétique, etc., etc. Donc, très heureux, encore une fois, de vous recevoir ici pour échanger avec vous. Merci Jean-Michel. Et puis, je vais à mon tour me présenter. Boris Lombard, je suis le président de la société KSB pour la France. KSB est également une société familiale allemande, puisque nous sommes à la 5e génération et nous sommes nés en 1871. KSB, c'est 2,4 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. Nous fabriquons des vannes, des pompes. Nous proposons les services associés. Nous avons une présence historique en France et industrielle d'ailleurs, puisque nous avons 4 usines en France, à Lille, à Châteauroux, dans la banlieue de Rouen et en Dordogne également à La Roche-Chalais. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai envie de démarrer en vous demandant comment va le moral, comment vont les affaires, est-ce que les affaires reprennent? Et j'ai envie de me tourner vers Damien parce que tu fais partie de l'industrie aéronautique et c'est celle qui a été peut-être la plus touchée par cette crise du Covid. Oui, tout à fait. Donc le moral, il a connu un petit peu les montagnes russes cette dernière année. Donc on était en 2019 dans une projection incroyable, une croissance exponentielle, une attente de faire 30% de plus en 2020. Ça ne s'est pas passé comme ça. Au mois de mars 2020, on apprend que finalement le secteur aéronautique va être l'un des plus touchés. Et bien sûr, à cause de lui, ça entraîne tout le tourisme et les restaurants, etc. Plus de visites, plus rien. Donc nous, de manière très concrète, on s'est retrouvé avec une baisse très brutale d'un coût de 50% de chiffre d'affaires par rapport à ce qui était prévu. Finalement, que 30% par rapport à 2019. Mais cependant, on a eu une attitude extrêmement offensive dès le début de cette crise. Dès le mois de mars, en fait, on s'est positionné, moi le premier et mes équipes, en disant on va profiter de cette crise pour accélérer pendant que notre monde, en tout cas, s'était mis sur pause. Donc c'est ce qu'on a déroulé toute l'année 2020. Avec un moral d'acier, en fait, on a tenu, on a accéléré, on a recruté, on a accéléré nos projets innovants. Donc, l'introduction de nouveaux métiers, c'était un bon moment finalement pour faire un mercato de nouvelles compétences. Il y avait des gens sur le marché. En tant que société qui bougeait, on avait d'un coup un petit peu les lumières sur nous, pas mal de visibilité. Donc, on a joué un petit peu cette carte de prendre le risque d'accélérer ces projets. Ce qu'on a fait, donc aujourd'hui, on est un an après, quasiment. Je pense qu'on a eu raison de tenir cette attitude parce que la lumière, ça y est, on commençait à la voir au bout du tunnel. On savait qu'on était dans un tunnel assez sombre. On avait du mal à en voir le bout. Il fallait juste tenir. C'était une crise assez psychologique. Tenir les équipes également à différents niveaux. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc nous, la lumière, on la voit revenir. On a réussi à conserver l'ensemble de nos personnels. On a utilisé les plans de relance, on pourra revenir dessus, etc. Mais il y a eu quand même un investissement massif qu'on a utilisé à bon escient. On est plus fort que jamais. On va repasser sur un rythme normal, c'est-à-dire en 2 équipes pour nous dès le mois de septembre. Et on a une annonce déjà d'année prochaine avec un beau plus 40% de croissance. Et puis beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont être annoncées dans les prochains mois, je l'espère. Qui est tout ce travail qu'on a fait pendant cette période de concrétisation de nouveaux contrats, de lancement de diversification qui vont nous donner beaucoup plus de force et de puissance pour les années à venir. Donc le moral est bon. Voilà. Et le rebond est excellent. Alors là, j'ai envie de poser la même question à Jean-Michel parce que Festo, par sa position, est évidemment un observateur privilégié de ce qui se passe dans l'industrie. Le moral est bon aussi. Par contre, il est évident qu'on voit il y a de grosses différences entre les différents secteurs d'activité. L'aéronautique, on a aussi pas mal de clients dans ce domaine-là et c'est vrai que ça a sacrément plongé. D'autres domaines se portent beaucoup mieux, comme l'agroalimentaire ou tout ce qui gravite autour du médical, où là, on a continué à avoir énormément de consultations sur de nouveaux projets d'automatisme, des extensions de lignes. Donc ça, de ce côté-là, ça va très bien. On se rend compte aussi que l'automobile est en train de redémarrer, non seulement en France, mais à l'échelle de la planète, puisque là, on est en croissance, les croissances sont de l'ordre de plus 20%, plus 25% par rapport à l'année passée, ce qui est énorme. On pensait que l'automobile allait être touchée de façon plus longue, ce qui n'est pas tout à fait le cas.
Donc maintenant, la grosse préoccupation, ce sont les approvisionnements. Mais en dehors de ça, le moral est bon, il faut y aller, il faut profiter de ces opportunités. Et à partir de là, ça va nous donner de nouvelles idées pour créer des choses complètement nouvelles pour les années à venir. Dans le domaine médical, Olivier, même son de cloche? Absolument. Hein. Donc, les cabinets dentaires ont été fermés pendant 2 mois en 2020. Hein. Ça a commencé par la Chine, puis ça s'est petit à petit déplacé vers l'Ouest. Donc, ça nous a conduit à avoir une baisse de chiffre d'affaires de près de 20% en 2020. Par contre, 2021 redémarre d'une façon extrêmement forte. Hein. Même dans des pays comme le Brésil, où la pandémie fait rage, eh bien, l'activité est très soutenue. Donc, sur les qualités de base dentaire, ça va très fort. Et puis, en même temps, on a tiré parti de cette situation pour sortir un petit peu de notre business de base. Et nous avons fait un partenariat avec le gouvernement canadien. Nous allons remplir le vaccin contre le Covid pour le gouvernement canadien. C'est une émergence d'activité en utilisant un peu les mêmes technologies, mais sur un marché différent. Donc, profiter finalement de cette situation un peu particulière pour rebondir sur de nouvelles activités. Oui, dans toute situation de crise, il y a toujours des opportunités à saisir. Martine, toi qui as une vue d'ensemble de l'industrie, je crois que tu es en train de mener une étude, conduire une analyse sur le moral des entrepreneurs et la manière dont l'industrie renaît en quelque sorte des cendres de l'époque du Covid. Qu'observes-tu de ton côté? Alors, je m'inscris effectivement dans cet avis du moral, du retour de la gagne, finalement, de l'esprit conquérant un petit peu de ces chefs d'entreprise. Effectivement, je conduis avec une entreprise partenaire d'une de nos écoles une enquête pour mesurer un petit peu les différents impacts de la crise Covid sur l'état de santé finalement de leurs entreprises. Et c'est vrai que ce qui ressort de manière unanime, alors que les activités de chacune de ces entreprises sont sur des secteurs assez différents, donc certaines ont eu des opportunités qui ont fait qu'elles en ressortent avec des taux de croissance impensables avant même la crise. D'autres ont dû se séparer de collaborateurs, mais dans tous les cas, ce que j'ai pu effectivement observer, c'est que les chefs d'entreprise se sont vraiment battus. D'ailleurs, ça a été une épreuve collective, hein, tous me l'ont dit, avec leurs collaborateurs pour maintenir les emplois, pour maintenir l'activité, pour essayer de faire preuve de créativité, pour se renouveler. Et la niaque qu'on peut dire qu'ils ont eu pendant cette période, je pense que ça va leur servir aussi pour après, parce qu'ils ont développé quelque part, au-delà de la résilience, également un autre peut-être schéma de pensée quant à la diversification de leurs activités et cet esprit d'engagement du collectif, cet esprit de groupe qu'ils vont chercher, je pense, encore plus à déployer après. Voilà ce que j'ai pu constater. Alors, à vous entendre, quand même, les choses vont plutôt bien dans l'industrie. Je voudrais quand même rappeler que les économistes nous disent que c'est seulement à la mi-2022 qu'on arrivera au niveau précédent en ce qui concerne l'économie du pays, l'économie française. Y a-t-il un monde d'après? C'est la question que je voudrais vous poser. Au début de la crise, et notamment lors du premier confinement, tout le monde y allait de sa tribune, de son commentaire sur ce que serait le monde d'après. Et puis la thématique s'est un peu étiolée au fil du temps. Qu'est-ce qui va véritablement changer dans vos entreprises, dans leurs modes opératoires après le Covid? Lorraine? Alors, je ne sais pas vraiment si le monde d'après va être totalement différent ou pas. Il y a aussi cette incertitude de savoir si on va revenir à quelque chose d'à peu près normal ou si ça va être complètement différent. Après, en interne, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Pour nous, on est à la campagne, donc il n'y a pas de télétravail, il n'y a pas de changement au niveau des transports ou dans ces domaines-là. Après, ce qu'on a pu voir, c'est aussi la réaction des collaborateurs et des clients dans cette situation particulière. Et il y a des choses très positives, par exemple en production, les délais chez nous n'ont jamais augmenté. Ils ont même été réduits, on a su s'organiser, on a su se relayer quand il fallait. On a vu des salariés très disponibles qui demandaient à faire plus d'heures quand il fallait. Donc, on va dire qu'on est quand même satisfait de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. Oui. Voilà. Sans savoir s'il y aura une vraie différence à la fin.
Ça, c'était la vue solo dièse, en quelque sorte. Solo dièse, d'accord. Merci de m'avoir repris. Donc, dans le Cher, vous êtes implanté. Dans un tissu un peu plus urbain, Alexandre, à Bagnolet, comment ça se passe? Dans le 93. Dans le 93. Non, mais nous, ce qu'on en tire quand même, c'est un retour d'expérience plutôt enrichissant pour l'entreprise, parce que finalement, c'est vrai que c'est un lien social qui était beaucoup plus fort par rapport à ce qu'on connaissait avant. C'est qu'on était dans une routine, on avait un mode de fonctionnement, on avait un petit peu nos habitudes de fonctionnement. Et finalement, le fait d'avoir pris ce choc, c'est indirectement tout le monde l'a vécu. Et du coup, toutes les équipes, à un moment, se sont engagées finalement pour essayer de trouver le meilleur moyen pour pouvoir du coup avancer. Et en fait, ça a accéléré notamment tous les sujets d'innovation, de transformation, de projets d'amélioration continue. On a enclenché des projets stratégiques du coup derrière qu'on n'avait pas forcément prévu à ce moment-là. Et du coup, des sujets de diversification. Donc, c'est vrai que ça nous a amené finalement, je pense, à un élan supplémentaire de se dire si on est capable d'encaisser, entre guillemets, une incertitude qu'on n'avait pas forcément prévue comme ça avant, bah, finalement, pourquoi pas en tirer une opportunité de se dire, bon, bah, il faut qu'on change un petit peu cette ADN. Alors, dans les entreprises familiales, avec du coup un peu plus de 60 ans, presque 60 ans maintenant, bah, on a un peu ces défis d'accepter peut-être le côté un peu plus agile, un peu plus risqué, alors, tout en maîtrisant le risque. Mais du coup, ça a été, je pense, une étape sur laquelle on est en train de changer, entre guillemets, de culture, d'approche vis-à-vis du risque et du coup d'engagement et de culture d'entreprise. Ça, c'est vraiment le côté interne. Après, on a un autre sujet sur le monde d'après pour nous qui est le modèle économique, des sujets de résilience au niveau du modèle économique. Alors, par notre fonctionnement, on est très intégré, donc on transforme des plastiques, on usine, on conçoit, on fabrique et du coup on est en mesure d'installer. Il y a des vraies questions finalement sur ce modèle économique et cette manière de garder cette résilience et même de l'intégrer finalement dans des enjeux qui demain sont des enjeux plutôt environnementaux autour de la matière, autour des sujets notamment d'approche circulaire, de circuit court. Donc du coup, ça a été un moyen pour repositionner le projet global de l'entreprise. Et ça a été un travail qui a été fait pendant la période Covid. Donc, on a beaucoup d'idées pour le monde d'après. Après, la question, c'est quelle vision? Avec des changements concrets sur la chaîne d'approvisionnement, par exemple, Oui, alors avec des changements, typiquement sur la matière première, c'est que, curieusement, l'année dernière, on a commencé à transformer les premiers plastiques biosourcés pour mettre finalement dans nos pompes. Et du coup, c'était entre guillemets faisable, mais on se disait pourquoi, quel engagement finalement on va vraiment prendre pour le faire. Et là, du coup, on s'est dit, on va expérimenter plein de choses. On a fait une croissance externe en diversification, du coup, dans des pompes qu'on ne connaissait pas. On a transformé des plastiques biosourcés pour les mettre dans nos produits, et du coup, on s'est dit, ça fait beaucoup de sens par rapport à l'engagement que l'on veut avoir pour l'industrie. On a digitalisé une grosse partie de notre process en intégrant un ERP, en travaillant sur de la vente en ligne, la prise de commande en ligne. Et en fait, tout ça en un an, avec du coup des partenariats sur de la R&D sur lesquels en fait on pouvait le faire avant, mais je sais pas, on avait peut-être un certain confort, on acceptait peut-être le mode de fonctionnement qu'on avait, et là ça a été plutôt sur une période sur laquelle on est devenu beaucoup plus dynamique et limite beaucoup plus engagé pour construire un peu cette industrie de demain. Après, il y a plein d'incertitudes aussi, donc on y va en apprenant. Jean-Michel, chez Festo, ça a aussi amené des changements de culture, de style managérial, cette crise. Il va falloir que ça en apporte. On n'a peut-être pas fait tous les changements durant ces périodes de confinement, mais disons que des choses ont été mises en place. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a été capable de démontrer que l'entreprise était capable de passer d'un mode de fonctionnement à un autre quasiment du jour au lendemain. Donc ça, c'est très positif. Par contre, on faisait à la maison le travail que l'on faisait ici. Je pense que dans les changements qui vont se profiler, et quand on va parler de télétravail, etc., il va falloir qu'on réfléchisse à ce qui doit être fait dans l'entreprise, un certain type de tâches, et ce qui peut être fait en télétravail. Et c'est là où il y a un travail de réflexion à mener, et aussi réfléchir à comment doit être réalisé le management, parce que les règles du jeu sont complètement différentes. Ne parlons pas des lois qui ne sont pas encore totalement adaptées par rapport à ce type de problématique aujourd'hui, même si on a été obligé de le faire. Donc oui, il y a des changements qui sont assez intéressants. Côté client, on est confronté à des questionnements qui sont liés à comment, en période de crise telle que celle-ci, garantir que l'outil de production va continuer à fonctionner, quelle que soit la présence ou non des opérateurs.
avec justement la nécessité d'accélérer tout ce qui est digitalisation pour être capable de prendre le contrôle, d'anticiper, de faire du prédictif sur les outils de production, de sorte à pouvoir garantir que la continuité sera assurée. Donc, et sur le sujet du télétravail, puisque tu soulignais cette problématique, est-ce que vous envisagez de signer des accords particuliers? oui, parce qu'il est évident que on a vécu un truc qu'on n'avait jamais vécu avant. Moi, j'étais pas hyper favorable au télétravail avant, donc ça va en faire sourire quelques-uns qui sont en ligne en ce moment. Mais il est évident que l'entreprise s'est configurée différemment, que les pratiques se sont transformées et qu'il faut tenir compte de ça pour préparer ce que sera le monde du travail demain. Enfin, sachant que demain, c'est très rapide, hein, c'est pas dans 6 mois, 1 an, il va falloir qu'on aille beaucoup plus vite que ça. Ça se traduit concrètement par quoi? Par des primes au télétravail, par des accords avec les... Non, je pense que la grosse réflexion, c'est sur ce qui doit être fait en collaboratif dans l'entreprise et ce qui peut être fait à distance sur des travaux, plus de réflexion, ce genre de choses. Donc, il y a déjà des entreprises qui ont une expérience avérée dans ce domaine-là. Nous, ça va être nouveau. Il y a aussi la façon dont les clients vont fonctionner avec nous. Est-ce que demain, on aura besoin autant de commerciaux sur le terrain qui vont aller visiter les clients? Point d'interrogation. Je pense que la tendance va être à la baisse. On a appris à travailler en mode hybride. C'est quelque chose qui va s'amplifier. Dans la formation, dans la culture de nos équipes commerciales, les choses vont devoir changer du tout au tout. Même son de cloche, Olivier, chez Septodon. Oui, quelque chose, absolument, conclusion tout à fait équivalente. Quand la crise nous a frappé en 2020, on ne l'avait pas anticipé, hein, même si tous les signes étaient là, on pensait que la pandémie allait s'arrêter à la frontière. Donc on a été surpris. Ça a été assez compliqué au départ parce qu'il a fallu convaincre les salariés de production de continuer à venir sur leur site. On a un site à côté à Saint-Maur-des-Fossés, donc c'était compliqué de convaincre les salariés de dire vous devez continuer à venir chaque jour dans les unités de production alors que les cols blancs peuvent rester chez eux bien protégés derrière leurs ordinateurs. En fait, on a bien géré cette situation. On avait des relations avec le CSE, normalement on doit les réunir tous les mois, on les réunissait toutes les semaines, donc on a construit avec eux la poursuite de l'activité et ça s'est bien passé. À la fin, ils étaient heureux de ne pas être confinés. Maintenant, ça a été aussi une opportunité vis-à-vis des clients de nous connecter avec eux sous forme de webinaire à distance. Et maintenant, 1 an après, on se prépare à la reprise. On va aussi pérenniser le télétravail. Et puis, au niveau de nos clients, nous sommes présents dans le monde entier. Nous vendons nos produits à des distributeurs qui les vendent à nos clients finaux, les chez-dentistes. On a perdu, on n'a jamais eu, sur certains marchés, ce contact direct entre le client final et puis nous-mêmes. Et quand vous avez des innovations, c'est très important de créer ce lien. On n'a pas la possibilité de le faire avec des vendeurs. Il nous faudrait trop de vendeurs par rapport aux millions et quelques de dentistes à travers le monde. Donc, cette digitalisation, ces moyens de marketing digital nous ont permis de progresser beaucoup plus rapidement pour créer ce lien. Et c'est quelque chose dont je peux aussi, pour KSB, témoigner. Nous avons un développement des ventes par e-commerce de manière assez exponentielle d'ailleurs depuis le début de la crise et on fait des efforts dans ce sens-là. Je souscris aussi à ce que vous avez dit sur l'évolution du métier des commerciaux, qui n'est plus du tout le même par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. On ne va plus physiquement chez un client pour analyser un dossier. Et puis, la nécessité d'un bon dialogue social. Et je crois qu'il a été enrichi finalement par cette période de Covid pour arriver à des solutions communes. Alors, ce que cette crise a aussi révélé finalement, c'est le rôle du politique dans l'économie. Avant le Covid, à l'époque de ce qu'on pourrait qualifier de la mondialisation heureuse, on considérait que finalement le rôle de l'État était assez subalterne, que le politique avait peu d'influence sur la chose économique. Et on s'est aperçu que l'État devait être là pour protéger, mais également pour soutenir l'économie. On en a la preuve en France, notamment avec le plan France Relance. Martine, un mot sur ce sujet?
Oui, tout à fait. Ben, on le voit de manière très nette hein, depuis 2013 avec le lancement du programme La Nouvelle France industrielle. Il y a eu vraiment une période de rupture où vraiment l'État a vraiment amorcé un volontarisme pour faire renaître l'idée noble un petit peu de l'industrie, en relançant effectivement un petit peu la machine, en créant d'ailleurs l'Alliance Industrie du Futur dans la foulée, en créant aussi le projet Osons l'industrie du futur qui permet en fait en s'adressant à différents publics comme les jeunes, hein, comme les salariés en situation de reconversion professionnelle, d'être à nouveau attirés par les carrières, par les métiers de l'industrie. Et on le voit là encore plus particulièrement avec cette crise, le fait de voir un État protecteur qui a dépensé sans compter, hein, c'est le quoi qu'il en coûte, voilà, et la ligne de crédit, voilà, très longue. Mais n'empêche, ça a permis effectivement de pouvoir maintenir les emplois, de pouvoir sécuriser surtout les PME en n'étant pas obligé, par exemple, de licencier des collaborateurs et en les maintenant en chômage partiel. Une fois que le rebond et la reprise arrivent, de pouvoir les garder et du coup de reprendre sans avoir à recruter à nouveau et à reformer. Donc, toute cette panoplie, finalement, tout cet arsenal de mesures, c'est vrai que c'est nouveau, c'est complètement, on va dire, voilà, c'est un autre état d'esprit, finalement, que le politique affiche. Et je pense que tous, tant que nous sommes, on peut effectivement saluer ce geste parce qu'effectivement, ça préserve notre économie et ça nous laisse tout autant de chances de pouvoir démarrer rapidement, en tout cas de bien prendre la vague de la reprise. Damien, le rôle de l'État, le soutien de l'État dans cette transition, dans cette période d'investissement importante pour JPB System, ça a été essentiel. Oui, oui, ça a été essentiel. Bon, déjà, le PGE, le prêt garanti par l'État, il a été immédiat. Enfin, ça a été une réponse immédiate. Nous, on l'a pris tout de suite, au maximum, 25% de notre chiffre d'affaires. Quand on est chef d'entreprise, ça permet de dormir, en fait. Voilà, déjà, tranquillement, et de préparer une bonne nuit de sommeil pour travailler le lendemain efficacement. Enfin, c'est tout bête, mais de ne pas être dans le stress du lendemain, ça nous a, à moi en tout cas, ça m'a permis de me dire, bon, OK, l'année, elle est sécurisée, on va pouvoir travailler sur des projets d'avenir. Donc ça, c'était très fort, un geste puissant et très fort qui n'a pas été mis en place dans beaucoup de pays hein, de manière si forte et immédiate. On a pu garder l'ensemble de nos compétences, hein, qui étaient des compétences avant crise extrêmement dures à trouver, qu'on avait formées, recrutées. Donc, ça a permis de garder ça. J'ai hier eu une discussion avec des confrères polonais, en fait, hein, qui ont dû, eux, licencier massivement dès le début de la crise, hein, dès 2020. Et aujourd'hui, ils cherchent à recruter 300 personnes à nouveau et ils n'y arrivent pas. Les talents qu'ils ont licenciés sont partis ailleurs, sont bien où ils sont pour la plupart, et ne veulent pas revenir dans une société qui les a brutalement un petit peu jetés en 2020 sans voilà, attendre un peu le degré de confiance. Donc ça, déjà, je veux dire, c'est un premier geste fort. Ensuite, il y a eu ce plan de relance massif, France Relance, qui nous a permis, nous, non seulement de dormir tranquille et de savoir que la société allait être préservée, mais en plus d'avancer sur le plan stratégique qui était né déjà avant crise, mais qu'on a pu maintenir. Là où le premier réflexe, c'est de dire on n'arrête plus, on patiente, on attend que ça reprenne pour avancer. Voilà, ces deux gestes forts ont permis non seulement de maintenir et en plus, pendant cette période de pause, d'avancer sur les projets stratégiques. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a été soutenus, comme beaucoup. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu l'être, je crois. Mais en tout cas, moi, la chose qui me rendrait le plus fier, c'est de pouvoir vous dire dans 4-5 ans que cet argent a été bien investi parce que grâce à ça, on a pu doubler, tripler la taille de l'entreprise, se diversifier. Et c'est le pari que je prends aujourd'hui, comme j'espère prendront tous les industriels, c'est d'être à la hauteur de la confiance qui nous a été accordée. Et donc, je remercie effectivement le politique pour ce geste fort. Lorraine, Euromach a bénéficié également du soutien de l'État. Oui, alors déjà, je rejoins Damien parce qu'on a énormément de clientèle dans l'aéronautique, à peu près 80%. Donc, c'est moins le cas forcément en 2021, mais en 2020, ça restait une part du chiffre d'affaires assez important. Donc, on a énormément souffert. Et le chômage partiel, principalement, ça a été très, très important parce qu'aujourd'hui, il y a certains salariés qui sont retournés à 100%, mais sans le dispositif, il y a des fois où il n'y avait vraiment rien à faire en production, d'autant plus qu'on fonctionne énormément sur stock. On a un stock très, très, très conséquent, un peu plus de 30 000 références d'outils différents.
Et nos clients, encore plus pendant la crise, ont besoin d'être livrés le lendemain, d'être livrés tout de suite parce qu'ils n'ont pas pu anticiper, forcément, c'est un peu du jour au lendemain. Et donc, si on n'a pas ce stock, on ne peut pas répondre à leurs demandes. Donc, il y a aussi la production qui a été réduite par rapport à ce stock qui restait important. Donc, le chômage partiel a été vraiment décisif, on va dire, pour pouvoir garder les salariés, effectivement, dans l'entreprise. Voilà, et puis je peux également témoigner qu'ESB a bénéficié sur une usine de chômage partiel, et nous en faisons encore. Et puis également du soutien du plan France Relance pour un investissement. Je voudrais, toujours dans le cadre du monde après, vous interroger sur le rôle politique de l'entreprise en tant que acteur de la société, acteur de la vie de la cité en quelque sorte. On a vu d'ailleurs que la loi Pacte a été a quelque part consacré ce rôle-là en modifiant les articles du Code civil qui auparavant considéraient qu'une société avait pour but de créer de la valeur pour ses actionnaires, et aujourd'hui cet article du Code civil a été modifié pour y inclure la nécessité pour chaque société de tenir compte des impacts environnementaux et sociaux de ses activités. Est-ce que vous pensez que cette crise a aussi quelque part révélé encore davantage ce rôle d'acteur de la société dans son écosystème des entreprises? Oui, absolument. Bon, ça fait longtemps que l'entreprise, effectivement, doit être ancrée dans sa cité. C'est pas seulement au niveau des actionnaires, mais les salariés, aujourd'hui, les jeunes, ont besoin de cet ancrage pour pouvoir vraiment s'épanouir. Chez Septodon, on avait créé, on joue, c'est un quartier politique de la ville, avec un ensemble de barres HLM, où il y a un très grand taux de chômage. Donc, on a créé une école de numérique avec Saint-Plon pour aider les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, à se réinsérer. On vient aussi, avec Amérique Samor, d'ouvrir une maison du numérique, toujours pour aider les populations à pouvoir faire toutes leurs démarches administratives, se former, etc. Ou juste simplement qu'elles aient connaissance de leurs droits, parce qu'il y a une telle marginalité que parfois, les gens ne savent même pas quelles prestations ils ont droit. Donc, une assistante sociale en place. Enfin, voilà. Pendant la crise, ça a été aussi un facteur d'accélération. Par exemple, il y avait, au mois de mars-avril dernier, 2020, il y avait un manque de gel hydroalcoolique. Nous, on a la chance d'avoir des cuves de fabrication. Et donc, on s'est tous mobilisés, une personne de production, mais aussi administratif, pour les cadres sucre, pour participer à la production de gel administratif. On en a produit 15 tonnes qu'on a remis gracieusement à la région, aux écoles, etc. Enfin, tout est fermé, les écoles, les EHPAD. Et voilà, donc, et ça, c'est à la fois une satisfaction pour le chef d'entreprise, mais aussi, c'est aussi un vrai facteur de mobilisation pour l'ensemble des salariés. Alexandre, où s'arrête la responsabilité de l'entreprise dans ce cadre-là? Je donne un exemple très simple. On nous demande aujourd'hui de signer des accords sur la mobilité, par exemple, de signer des accords sur le télétravail. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque? Est-ce que l'entreprise doit subventionner un certain nombre d'initiatives qui, logiquement, pourront être du ressort de la société plus que des entrepreneurs? Je vais répondre sur deux volets. Déjà, le sujet qui est intéressant dessus, c'est que depuis la crise Covid, il est assez simple d'entendre « je ne sais pas ». Quand on ne sait pas, entre guillemets, le monde de demain et du coup, notamment, la vision que l'on a pour construire ce monde de demain. Si on regarde à l'échelle de l'entreprise, en effet, son ancrage territorial et du coup, sa responsabilité sociétale pour l'ensemble des parties prenantes, elle est extrêmement en fait, large et notamment très vague aussi. Qu'on prenne des sujets de circuit court, qu'on prenne des sujets d'éducation, de partenariat au niveau école, de contribution sur de la R&D, d'engagement avec des centres techniques. C'est-à-dire qu'en effet, l'entreprise en elle-même, elle a aussi tout l'écosystème avec lequel elle peut travailler pour justement essayer de grandir. Une des questions fondamentales, c'est qu'est-ce qu'on internalise dans l'entreprise complètement, et on est un petit peu dans sa bulle, ou qu'est-ce qu'on est capable du coup de sortir finalement un peu de son modèle économique et de construire un écosystème dans un territoire avec lequel on va être capable de grandir, mais de grandir aussi avec le territoire. Et du coup, tous ces sujets-là, c'est des sujets sur lesquels j'ai une réponse qui est simple, c'est je ne sais pas,
Par contre, on essaye en tout cas de mener un certain nombre d'actions pour essayer de trouver un petit peu notre place par rapport à notre industrie et notre territoire. Et je pense que chaque industrie, chaque territoire a peut-être une réponse qui ne sera pas exactement la même s'il y a des grandes tendances, des grands sujets à évoquer. Et l'autre côté, par contre, c'est qu'en tant que fabricant de machines, c'est vrai que nous, ce qui nous touche beaucoup dans ce sujet-là et dans le projet de l'industrie de demain, c'est cette approche de mettre le produit sur le marché et de connaître finalement la fin de vie de ce produit. Et là, pour le coup, dans cet engagement RSE sociétal, c'est en effet de considérer finalement la façon de le concevoir, la façon dont il est utilisé, et du coup, ce que l'utilisateur en fait après. Et ça, pour le coup, je pense que c'est le projet de l'entreprise et ce qui donne à tous les collaborateurs l'envie de contribuer finalement à ce projet-là, qui est limite l'un des axes phares sur le fait de vouloir ou pas contribuer à ce projet-là dans une entreprise. Donc c'est vrai qu'on est en train de construire un petit peu toute cette démarche-là et je pense que c'est une forme de culture d'entreprise et d'ADN qui se met en place au fur et à mesure. Et ce qu'on construira, je pense, au fil du temps, des actions qu'on aura réussi à mener. C'est la question de la réponse à la quête de sens, quelque part, que demandent nos salariés. Et j'y souscris aussi parfaitement. On est en train, côté KSB, de travailler sur le sujet. Par exemple, on a développé une pompe qu'on a lancée en 2020 sur notre site de Lille, ce qui nous a permis de faire une croissance d'ailleurs sur ce site l'année dernière, malgré le Covid, complètement réalisé en éco-conception. C'est-à-dire qu'on a regardé effectivement sous l'angle de l'économie circulaire comment, à la fois dans les phases de design, dans les phases de production, dans les phases d'usage et puis de recyclage de la pompe, comment… c'est des super projets, ça. Absolument. Vous pouvez effectivement limiter au maximum son empreinte écologique. Un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Alors, notre challenge qui est apparu dans les débats lors de cette crise du Covid, c'est celui de la relocalisation des chaînes de valeur. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce qu'on va pouvoir faire revenir des chaînes de valeur qui, durant toute cette phase de désindustrialisation des 30 dernières années, sont partis à l'étranger? Martine, un mot là-dessus? Alors oui, en tout cas, dans le travail de veille que fait l'Observatoire des métiers, on voit bien qu'effectivement, de par l'inscription dans le plan de relance de la relocalisation, on va dire subsidiée ou subventionnée, bien forcément, il y a tout un engouement autour de ce phénomène-là. Maintenant, effectivement, il n'est pas nouveau. Depuis les années 2000, on voit qu'on parle effectivement de rapatrier un bout de la chaîne de valeur ou de l'outil productif, mais bon, c'est pas aussi simple. Parce qu'effectivement, il y a la problématique du coût du travail, bon, qui reste de toute façon, on va dire, quand même pour le moment plus attractif à l'étranger, même si ces dernières 10 ans, le Bureau international du travail a quand même relevé que sur la planète, le coût du travail a augmenté de plus de 25% et rien qu'en Chine, de plus de 50%. Donc, on voit finalement que l'écart se resserre sur ce facteur-là. Il ne faut pas oublier le coût du transport. On a vu pendant la crise que le transport maritime était bloqué, ce qui a généré des retards de livraison, ce qui a même bloqué parfois aussi des productions parce qu'il manquait de l'approvisionnement sur certaines pièces détachées, par exemple. Bref, en tout cas, cette période nous a fait peut-être prendre conscience de notre dépendance. On a parlé de 80% des principes actifs de nos médicaments qui étaient localisés hors de notre territoire, et on voit très bien que pendant une situation de crise, si on ne peut pas avoir et disposer de manière urgente de ces principes actifs, on est sanitairement dépendant de l'étranger, ce qui nous a un petit peu sauté aux yeux, mais ça fait partie des productions stratégiques où là, on s'est dit, il faut peut-être les garder chez nous. Et c'est pour ça que durant cette crise, on a vu une entreprise en Isère, j'ai oublié son nom, mais qui a décidé de construire une entreprise qui refabrique du paracétamol. Donc, on est en train, effectivement, je pense, à cause effectivement de ce milliard qui a été affecté à la relocalisation ou à la localisation des usines en France à nouveau, on est en train de se poser la question et de mettre dans la balance, est-ce que le coût de l'énergie, le coût du transport, est-ce que finalement le coût de la main-d'œuvre, par rapport au bénéfice, le bénéfice c'est quand même de rapprocher les centres de production de leurs clients,
c'est aussi finalement de répondre à une certaine appétence des consommateurs. On voit très bien, là c'était hyper manifeste quand même pendant cette crise, les gens veulent du local, ils veulent consommer dans leur territoire parce que ça valorise les emplois à côté de chez eux. Donc c'est vrai que, on va dire, la société est mature pour ce type de projet. Maintenant, il faut aussi être mesuré parce que relocaliser, c'est du long terme. Enfin, en tout cas, on ne le fait pas en un claquement de doigts. Donc, oui. Et c'est des savoir-faire aussi qui sont alors, partis. Absolument. Et alors, c'est très juste, Boris, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le savoir-faire, ça fait quand même partie du patrimoine un peu immatériel des entreprises. On a moins cette culture en France qu'en Allemagne, où quand un salarié part, eh bien, tout de suite, on pourvoit à récupérer ses compétences techniques pour pouvoir les transférer à d'autres collaborateurs. Ça, on l'a un petit peu moins, mais on en a aussi pris conscience qu'effectivement, en délocalisant, eh bien, on perd aussi des savoir-faire et quelque part notre richesse, notre force, parce que si on veut réindustrialiser la France, quelque part, on a intérêt aussi à aller vers les domaines où nous excellons. On ne va pas faire du volume comme la Chine. Nous, ce qui nous caractérise, c'est quand même les produits de qualité, de luxe, fiables, qui répondent à un cahier des charges, on va dire au niveau responsabilité environnementale assez exigeant. Bref, les gens préfèrent, je pense, les consommateurs, c'est une tendance, préfèrent consommer moins, mais consommer mieux, même si ça coûte plus cher. Donc je pense que de la part des industriels, il y a peut-être une réflexion, en tout cas une mise en balance quand même du bénéfice et du coût entre relocaliser, réindustrialiser, mais je pense qu'il y a de vraies opportunités parce que le marché est mature. En résumé, c'est une tendance qui existait avant la crise parce que la robotisation a permis d'abaisser le coût du travail, parce que les clients veulent aussi des services et pas que des produits. On parlait tout à l'heure de l'économie circulaire, c'est difficile à organiser sur des chaînes d'approvisionnement extrêmement longues et finalement aujourd'hui à la fois les critères environnementaux qui deviennent plus prégnants et en même temps le risque pays qui est aujourd'hui important, plus le risque matières premières. Enfin, on assiste tous à des problèmes de pénurie, nous engage dans des chaînes d'approvisionnement beaucoup plus courtes. C'est d'ailleurs ce que font les Chinois, c'est ce que font les Américains. Ce n'est pas une tendance uniquement européenne, c'est une tendance mondiale. Et la question, c'est de savoir, lors de ces phénomènes de localisation ou de relocalisation, quels sont les investissements que l'on peut attirer en France par rapport à nos voisins. Jean-Michel, comment on peut augmenter encore l'attractivité du pays en rappelant tout de même, et on a eu les résultats cette semaine, que la France reste le premier pays pour les investissements étrangers en Europe, et un quart de ces investissements sont industriels. Il faudrait utiliser le micro. Je vais être un peu impertinent parce que bien souvent, on parle d'impôts de production. Là, il est bien évident qu'on a sur ce qu'il serait nécessaire de faire pour que les entreprises décident de se réinstaller en France. Il faut qu'on continue. Il y a des efforts extrêmement importants qui ont été faits dans ce domaine-là. Olivier s'est battu fortement pour obtenir des choses avec le métier, mais on a fait qu'un tiers du chemin. Il y a encore pas mal de choses à faire de ce côté-là. Mais il y a un autre point dont on ne parle jamais. Vous savez qu'en France, on a une particularité, c'est qu'on a des grands groupes et puis beaucoup de petites entreprises, et entre les deux, pas grand-chose. Enfin, il y a 5000 ETI, mais... Et bien souvent, dans quelques groupes, l'un des objectifs que l'on fixe pour les acheteurs, c'est d'acheter dans les pays low cost. Donc si on veut qu'il y ait aussi une partie des choses qui soient réalisées en France, il faudrait qu'on obtienne des grands groupes aussi qu'ils modifient quelque peu leurs indicateurs, de telle sorte à ce que des sociétés sur le territoire national ou en Europe, on va élargir un peu, puissent bénéficier de ces commandes. Parce que bien souvent, et j'ai eu quelques cas, en particulier dans l'aéronautique, où des chefs d'entreprise ne comprenaient absolument pas pourquoi ils n'étaient pas retenus par rapport à certains appels d'offres, parce qu'en termes de prix, c'était quasiment la même chose que ce qui était produit en Inde. Et en grattant un peu, ils se sont rapidement rendus compte que l'objectif de l'équipe d'acheteurs, c'était tu m'achèteras 70% dans les pays low cost. Olivier, un mot là-dessus aussi, puisque tu as contribué à travailler à l'attractivité de la France avec le métier. Oui, absolument. Il faut savoir qu'on part au rythme d'une situation très dégradée. En 1980, il y avait 5300 emplois industriels en France.
Maintenant, il y en a 3,2 millions. Donc on a perdu plus de 2 millions d'emplois industriels en 40 ans. Il faut savoir que chaque emploi industriel génère 3 emplois de service. Donc, s'il y a cette situation économique difficile dans un certain nombre de territoires, c'est vraiment ça la cause. Alors, quels sont les remèdes? Bon, Jean-Michel en a parlé. Hein. Il est clair que si on produit en Allemagne, c'est moins cher que produire en France, parce que les taxes de production ne sont pas les mêmes, parce que comme le disait Martine, les charges ne sont pas les mêmes. Forcément, on met en place une espèce de droit de douane à l'envers. On va subventionner le Made Outside France par rapport au Made in France. Donc le travail qu'a fait le gouvernement dans le cadre du plan de relance pour baisser de 10 milliards d'euros par an des taxes de production, c'est quelque chose de très important, mais ce n'est qu'un tiers de l'écart qui existe par rapport à nos voisins européens. Donc il faut continuer cette baisse, c'est absolument indispensable. Le deuxième aspect, hein, pour encourager le Made in France, hein, parce qu'avant de relocaliser, peut-être qu'il faut cesser la délocalisation, hein, c'est avoir un environnement qui soit favorable. Dans ce cadre-là, il y a le député Casbarian qui a fait un rapport extrêmement intéressant sur les difficultés de créer des nouveaux sites ou de développer des sites existants. Et il y a la loi ASAP, qui est un joli acronyme pour l'accélération et l'insimplification de l'action publique, donc a permis justement d'accélérer toutes les autorisations nécessaires pour développer les sites. Donc ça, c'est 2 points qui sont très positifs. Maintenant, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un ressort de rappel, que les taxes de production ne recommencent pas à augmenter, mais aussi que, notamment avec la loi climat et résilience, on ne crée pas une situation où, au contraire, il va être plus difficile de créer des nouveaux sites en France. Alors, une autre problématique qui a émergé ces derniers mois, c'est celle du commerce extérieur qui s'est dégradé. On a atteint un point bas par rapport à l'historique français. On n'arrête pas de dégringoler. On a eu une amélioration en 2019 et puis ça a rechuté. D'ailleurs, il est intéressant d'observer que la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB est exactement corrélée à nos exportations. C'est-à-dire, plus elle baisse, plus les exportations baissent. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Et plus concrètement, pour ceux qui exportent, comment peut-on améliorer la compétitivité des entreprises pour regagner des parts de marché par rapport à nos voisins européens qui se portent mieux que nous? Lorraine, vous exportez côté Euromac? Alors oui, on exporte un peu, mais c'est encore une part négligeable de notre chiffre d'affaires. Déjà parce qu'on est peu nombreux, donc on a du mal à couvrir le marché français et les marchés extérieurs en même temps. Après, la difficulté pour exporter, je pense que les coûts, c'est déterminant. Donc forcément, comme ce qu'on disait tout à l'heure, les coûts sont importants, donc on a du mal à se placer en prix de vente aussi, face à des pays qui ne font pas forcément le même niveau de qualité, qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux de confort au travail aussi des salariés. Donc tous ces facteurs-là font qu'on a plus de mal que d'autres pays à exporter. Est-ce que le Made in France est une marque de qualité? Oui, par contre, ça c'est sûr, ça fait la différence. Après, il y a ceux qui vont rechercher le coût et ceux qui vont rechercher la qualité. Et là, effectivement, quand on vend le Made in France, même en France, ça fonctionne de mieux en mieux. Les gens font attention à ça de plus en plus. Parce que ce qui ressort un petit peu dans l'enquête Rexecode sur la compétitivité de la France, c'est qu'on a un peu de mal à se positionner. D'un côté, on a nos voisins allemands qui, eux, sont définitivement positionnés sur la qualité et sont hors prix en quelque sorte. Et de l'autre côté, on a les champions du rapport qualité-prix que sont les Italiens. Et on a du mal à voir à la fois la compétitivité des Italiens et ou alors le niveau de la perception dont bénéficient les Allemands en termes de... Ça dépend peut-être aussi des secteurs. Parce que dans le luxe, par exemple, tout ce qui est français, c'est très reconnu à l'international. L'aéronautique aussi, les avions français, en général, c'est un gage de qualité. Après, pour ce qui est allemand, en général, les gens préfèrent les voitures allemandes que les voitures françaises, même si on a des voitures qui sont de plus en plus belles. On voit les Peugeot, par exemple, ils ont fait un gros travail sur le design, même sur le confort des voitures, etc. Ce qui n'était pas forcément aussi bien avant. Donc, après, c'est peut-être aussi un problème de communication, tout simplement, selon les secteurs, où on manque d'habitude des consommateurs.
Nous avons fait la solution chez KSB, on fait du Made in France qu'on vend sous marque allemande. C'est le meilleur mix qu'on puisse trouver. Comment on peut faire lorsqu'on vend des pompes, justement, Made in France, pour aller conquérir des parts de marché à l'export, Alexandre? Déjà, le sujet de la balance commerciale, en fait, je vais le prendre de verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on veut l'équilibrer, pour moi, il y a déjà un sujet, c'est que soit on exporte plus, soit on importe moins. Importer moins, ça veut dire trouver sur le territoire local, finalement, des produits que l'on trouve potentiellement déjà. Donc, dans l'acte d'achat, on est indirectement tous responsables, finalement, de la manière dont on consomme aujourd'hui. Alors, on le voit à titre personnel, mais on le voit aussi sur les stratégies achats aujourd'hui. Donc, l'une des démarches, notamment, qui est portée au niveau de la profession, c'est de réfléchir sur l'acte d'achat et sur le coût global. Ce que représente finalement l'achat d'un matériel quand il vient de France, d'Europe ou d'ailleurs. Donc, déjà dans cet équilibre-là, si au niveau national, on arrivait à indirectement peut-être moins importer, ou du moins consommer plus local, que ce soit industriel ou autre, déjà on irait compenser un certain déséquilibre de la balance commerciale. Après, c'est vrai que le côté exportation, en tout cas dans notre cas, l'une des grandes difficultés, c'est qu'on se retrouve face à une concurrence qui va avoir la capacité de s'implanter entre guillemets localement. Donc évidemment, on va même se poser la question en se disant quelle vraie valeur ajoutée je vais être capable d'apporter quand je vais aller vendre en Australie, en Russie ou au Chili un produit que je fabrique en France, qui passe entre guillemets par les douanes, le transport, le CO2, etc. Si finalement dans le même pays, dans une logique d'industrie de demain, l'arbitrage sera potentiellement le même en ligne que son territoire français. Donc du coup, je dis pas qu'il ne faut pas qu'on exporte, par contre, on reste sur une démarche qui est de dire il faut exporter intelligemment. Et du coup, peut-être pas n'importe quel produit, n'importe comment, si on veut être en même temps en ligne avec les valeurs que l'on porte sur le business que l'on a. Donc du coup, c'est une vraie question de fond, finalement, sur la zone de chalandise qu'on est capable de couvrir par rapport à la stratégie de la boîte et par rapport au marché sur lequel on est. Et avec les logiques régionales dont on parlait tout à l'heure. Exactement. On en vient à se dire que finalement, le terrain de jeu le plus favorable, c'est l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, finalement, cette région... grand sujet de phénomènes de mondialisation. Au final, c'est la mondialisation. On est pour une grande partie partout. On source d'approvisionnement, on achète moins cher, on consomme plus. On ne se pose pas forcément la question. Qu'on commande sur AliExpress ou qu'on commande sur Alibaba ou n'importe quoi. À la limite, on se dit super, j'ai quelque chose, je le consomme. Et puis dès qu'on va commencer à rentrer dans cette notion d'engagement de l'entreprise, de la façon de le concevoir, de la façon de travailler ce cycle de vie du produit, de cette approche circulaire, etc. À un moment, c'est est-ce que ça fait sens? Et finalement, est-ce que ça fait sens par rapport à notre mode de fonctionnement et à ce qu'on veut proposer comme produit finalement? Et donc du coup, on arrive à un équilibre où on se dit est-ce que ma priorité c'est d'aller à l'international avec ce sujet de compétitivité sur lequel je ne veux pas me battre sur du prix, parce que de toute façon, j'y arriverai pas et économiquement, c'est pas possible. Nous, on a des exemples simples. Quand on exporte au Brésil ou en Chine, rien que le fait d'exporter le moteur que j'achète en Europe, du coup, c'est 40% de plus que si je l'achetais localement. Donc, par rapport à la taille de l'entreprise, à un moment, on se dit il y a des réglementations qui font que, en fait, il faut pas jouer, faut pas perdre son temps dessus. C'est pas possible. Donc, on arbitre. Il y a une thématique qui revient assez souvent lorsqu'on parle d'export. On se dit que si on avait plus d'ETI, on n'aurait pas de problème de commerce extérieur. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les PME sont faiblement exportatrices. L'offre française. Nous, on croit beaucoup en fait dans le lien entre, notamment dans les filières stratégiques qui ont été réalisées, qui sont pour nous, je pense, extrêmement intéressantes. C'est comment les PME sont capables de se greffer sur ces filières stratégiques qui sont portées par des grands groupes pour justement construire une offre industrielle française à l'international. Et ça, ces discours de prix, mais du coup en résonance solution, c'est-à-dire de manière globale, amènent typiquement un vrai lien entre des grands groupes et des PME sur la façon de proposer une solution française. Et à la limite, c'est de se rendre compte. J'avais des retours d'expérience très simples sur lesquels, avec des grands groupes, ils nous ont dit « cherchez pas à aller sur ce pays-là, le produit que vous offrez, en fait, on a une stratégie qui est plutôt de consommer le produit tous les ans. » Et nous, on arrive avec un produit, on leur dit, mais vous allez garder 10 ans et même au bout de 20 ans, si vous voulez vos pièces de rechange, vous les aurez quand même, il n'y a pas d'obsolescence. Oui, mais cherchez pas, c'est parce que demande le marché. Bon, on remballe, on va ailleurs, on regarde. Mais ce discours-là, si on ne l'a pas avec les grands groupes, pour essayer de savoir comment on peut se positionner en tant que PME sur des filières stratégiques, en fait, on ne sait pas vraiment comment bouger non plus. Et c'est vrai que j'ai à souhait, en tout cas, qu'on arrive à mieux dialoguer sur ce sujet-là. Après, il y a beaucoup de PME, il y a moins de grands groupes.
Donc ça fait beaucoup de discussions. Olivier, la position du métier là-dessus, comment on arrive à transformer les PME, les faire grandir et les transformer en ETI et les raccrocher éventuellement à une offre des Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Alexandre a dit, mais en plus de la stratégie industrielle, je pense qu'il y a une stratégie capitalistique qui est indispensable. En 1980, il y avait l'économie en France nationale. Et quand les droits de succession sont passés de 20% à 40%, plus aucun chef d'entreprise, c'est très rare d'avoir, si la société vaut 10 millions d'euros, il y avait peu de personnes qui avaient 3 millions d'euros à la banque pour payer les droits. Si la société, en gros, la société valait 10 millions d'euros, il fallait avoir 25 millions d'euros. Donc là, il y a une vraie déperdition, beaucoup d'entreprises qui ont été vendues à des groupes étrangers, et quand le centre de décision quitte la France, la probabilité d'investissement en France devient très inférieure. Donc il faut absolument conserver ce capitalisme familial. Il y a un dispositif attractif qui a été mis en œuvre qui s'appelle le pacte du trade, qui permet de diviser par 4 ses droits et de payer sur 15 ans. Ça, il est absolument indispensable de préserver et puis d'amplifier ce pacte du trade, puisque dans la plupart des pays européens, si on cède une entreprise d'une génération à l'autre, il n'y a rien à payer. En France, il y a une sur 15 ans, ce qui est mieux que ce qu'il y avait avant. Et voilà, si on veut vraiment préserver ce tissu industriel, parce que les familles, elles habitent souvent dans les territoires où les entreprises sont implantées. Il est absolument indispensable à notre sens de préserver et d'amplifier ce pacte industriel. Alors, dans la transformation de PME ETI, tu as valeur d'exemple, tu fais exemple dans la matière, parce que c'est finalement ce que vous faites dans ta société. Écoute, on a la prétention, on n'y est pas encore, hein, on est passé de 3 à 120, mais là on construit un bâtiment qui est pour accueillir 250 personnes, voilà, donc ça fixe un peu les prétentions. On va passer le seuil. Oui, non, c'est vrai, tout ce qui a été dit, je le rejoins. Nous, on exporte beaucoup, 85% de notre production. Alors on est dans l'aéronautique, par nature, le terrain de jeu, c'est le monde. Donc c'est à la fois le monde au niveau des clients, mais c'est aussi le monde au niveau de la compétition. Et nous, si on arrive à exporter, je dirais qu'avant tout, c'est parce qu'on innove. On innove énormément, on innove. Et la France est une terre d'innovation par ses dispositifs fiscaux, pour le coup, et par aussi la culture, je pense qu'on en a. La difficulté qu'on a un peu plus en France, c'est transformer ces idées en factures. Hein. Et ça c'est vraiment le sujet sur lequel il faut travailler. Nous, on a rejoint un dispositif fabuleux qui a été l'accélérateur BPI, qui était un accélérateur national qui s'est maintenant un petit peu disséminé en accélérateur sectoriel, géographique, etc. Moi, ça a été un outil fabuleux pour m'extraire de l'entreprise. Alors, c'était 2 jours tous les 2 mois, je crois, fréquenter 50 chefs d'entreprise d'horizons variés, sortir de la boîte, se changer les idées, échanger entre nous, se lancer des défis, etc., comprendre, profiter de l'expérience des autres. Ne serait-ce que ça, c'était hyper enrichissant. Et on a eu pendant ces 2 ans, enfin 18 mois exactement, aussi des formations sur des modes de business plan disruptif. Donc c'était, je crois, HEC à cette époque qui enseignait ça. On a eu des cours de négociation difficiles entre PME et grands groupes. Alors c'était assez intéressant parce que la personne qui a enseigné cette thématique, c'était le chef des négociateurs du RAID. Voilà. En fait, il a fait son schéma en expliquant que voilà, négocier quand on est une PME avec un grand groupe, c'est comme négocier avec un forcené, en fait. Hein, c'est assez, et ouais, c'était assez intéressant de voir les parallèles qu'on pouvait faire avec ça. Et moi, ce que je peux dire, c'est que si on n'avait pas d'innovation, notamment des brevets, il serait impossible de négocier les contrats, en fait, avec nos clients, qui sont des contrats qui, par nature, tuent dans l'œuf toute innovation que pourrait posséder la PME, qui pourrait la faire grandir. C'est complètement contre-productif avec, finalement, l'intérêt des 2 parties. Et le grand groupe de bénéficier de l'agilité de la PME, et la PME de bénéficier d'une arme derrière pour rebondir et croître. Donc ça, je crois que c'est le premier frein. Nous, grâce à ces innovations, on arrive à négocier ces clauses dans les contrats, à tenir ce petit bras de fer qu'on tient grâce à ça. C'est pas simple. Et puis, quoi d'autre? Oui, je pense que voilà, tout ce qui a été dit, je l'accorde. Je crois qu'en France, effectivement, je ne dis pas forcément d'une grande image de qualité, parce que je pense que le plus souvent, c'est le raccourci automobile qui est pris, effectivement, quand on va à l'étranger. Et là, je crois que voilà, bon, malgré les efforts faits, on n'est pas encore à la hauteur des Allemands. Mais par contre, je crois aussi qu'avec toute cette engouement aujourd'hui pour l'industrie en France,
L'efficacité qu'on a su développer, mine de rien, grâce aux 35 heures qui nous ont obligés à être efficaces dans nos usines, l'automatisation aujourd'hui. C'est vrai que ça a mis un mindset un petit peu de dire faut faire plus avec moins. Aujourd'hui, l'arrivée des robots, des automatismes, de la digitalisation de tous ces mondes fait qu'en tant qu'industriel, aujourd'hui, on doit s'en emparer, les exploiter, on doit en parler aux étudiants, on doit leur expliquer que l'industrie, aujourd'hui, c'est pas l'image qu'ils en ont, c'est des métiers à 360 degrés, et qu'il y a tout à inventer, et je crois que là-dessus, il y a un virage qu'on est en train de ne pas louper. C'est le virage de l'industrie 4.0 où la France, effectivement, a vraiment une carte à jouer. L'Allemagne, peut-être, en parle un peu plus, mais je crois que c'est vraiment une histoire de marketing et que ce qu'on est en train de faire avec aujourd'hui la French Lab, l'Alliance pour l'industrie du futur et toute cette dynamique est en train de participer à l'inversement de ces cultures. Et moi, j'ai des clients américains qui sont ébahis de voir ce qu'on fait en France. Et ça, je peux en témoigner, donc c'est assez fabuleux. Continuons. Lorraine, comment on innove dans une PME? Parce que le budget innovation est toujours dépendant de chiffre d'affaires qu'on génère. Lorsqu'on génère un chiffre d'affaires de 10, 20, 30 millions d'euros, on est sur des budgets innovation relativement modestes. Comment on arrive à être encore compétitif, à amener de la nouveauté et de l'innovation dans ces produits? Alors, déjà, ça va passer par si on n'a pas la capacité de faire son innovation en interne, ça va passer par des partenariats forts avec des gens qui ont aussi cette volonté d'innover, des gens courageux. On a été labellisé Vitrine du futur pour une affûteuse qu'on a achetée donc, sur le marché français, mais qui a eu des développements spécifiques pour être adaptés à notre production. Et donc cette entreprise française qui est basée à Lyon, c'est la seule à avoir répondu présent pour les développements spécifiques en question. On a interrogé plusieurs fabricants de machines, c'est les seuls qui ont accepté vraiment de se pencher sur un cahier des charges particulier, etc. Donc ça va être le premier point décisif, il faut pouvoir être soutenu d'un point de vue technique. Ensuite, forcément, il y a les financements. Là où on a quand même des soucis sur le marché français, c'est au niveau des banques. On a beaucoup de machines, on a demandé des leasing en Allemagne parce que ça a été accepté tout de suite, parce qu'ils nous demandent qu'est-ce que vous avez comme objectif avec cette machine, où est-ce que vous voulez aller dans l'avenir, alors que les banques françaises nous demandent forcément le bilan, qu'est-ce qu'on a fait il y a 3 ans, et c'est pas le but de cette machine, c'est de faire mieux, c'est pas de faire pareil ou de faire moins bien, évidemment. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose d'important. Le territoire rural aussi, ça joue beaucoup, je pense, parce que nous, on est vraiment dans la campagne, dans un village de 900 habitants, et les banques ne sont pas habituées. Quand on demande un crédit pour une machine à 300, 500 000 euros, ils n'ont pas l'habitude de montant pareil, et déjà, ils sont réticents avant même d'avoir consulté le dossier. Donc, le dynamisme des territoires aussi, ça va être quelque chose dans les années à venir, sinon on va rester avec des PME en France, ça va jouer aussi. Il n'y a pas de mécanisme de la BPI pour vous aider sur ces problématiques d'investissement particulières? Sur justement cette machine-là, on a eu un soutien de BPI, mais du coup, c'est pas un leasing, c'est un crédit bancaire classique, ce qui est moins pratique d'un point de vue comptable. Bien, dernier volet de ce débat que je voudrais aborder avec vous, ce sont les enjeux environnementaux. L'Union européenne a relevé l'objectif de réduction des émissions de CO2 par rapport au niveau de 90 de 40 à 55%. En 30 ans, on a réduit les émissions de CO2 de 23%. Tout en face en à peine 10 ans, autant d'efforts que nous avons réalisé en 30 ans. Vous croyez que c'est l'objectif et que faites-vous dans vos entreprises pour abaisser de manière significative le niveau de CO2? Jean-Michel, peut-être chez Festo. Avec les mouvements. Au niveau culturellement, ça fait longtemps qu'on est sur cette thématique-là. Les usines sont parfaites. Il ne marche pas. Il va falloir changer de micro. Au niveau du groupe, nous sommes de culturellement, donc ça fait très longtemps que nous travaillons sur ces sujets. Les usines consomment très peu d'énergie. Et aujourd'hui, on est dans la logique de trouver des solutions qui nous permettraient de transférer tout notre savoir-faire vers les clients. Puisqu'on a la chance, encore aujourd'hui, d'avoir un coût d'électricité qui coûte très peu cher en France, mais qui demain risque j'enlève le risque, qui va forcément
augmenté très fortement. Et donc, du coup, il y a un enjeu énorme sur justement les solutions qu'on peut apporter pour faire en sorte qu'on soit capable de produire en consommant beaucoup moins d'énergie. Donc, ça passe par du transfert de connaissances, ça passe par de la formation, ça passe par des solutions, ça passe par l'intelligence artificielle pour nous aider à optimiser un certain nombre de choses. Donc, de ce côté-là, les objectifs qui sont fixés sont ambitieux. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il va y avoir des règles du jeu pour l'Europe et puis des règles du jeu en dehors de l'Europe. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'on aille trop loin parce que ça pourrait avoir des conséquences sur nos capacités à exporter, par exemple. Mais il faut y aller. Si on veut garder nos jeunes, plus jeunes motivés pour entrer dans nos entreprises, il faut qu'on trouve des solutions pour démontrer qu'on est capable de produire proprement. Et à partir de là, on pourra garder des troupes motivées et intéressées à travailler sur ces différents sujets. Alexandre? Je vais rebondir d'ailleurs sur le sujet de l'innovation, parce que du coup, Lorraine parlait du financement de l'innovation. Il y a un sujet quand même en fonction des entreprises, je pense qu'il faut garder en tête, c'est que les entreprises, leur portefeuille de commandes, c'est 1 mois ou 3 mois. Et en fonction des modèles économiques et des entreprises, quand on a des portefeuilles qui donnent une visibilité plus importante, le niveau de risque et d'engagement, et notamment de modèles économiques à justifier au niveau bancaire, est complètement différent. Et c'est vrai que dans le sujet de financer l'innovation, les pays aident beaucoup, il y a beaucoup cette approche-là. Les banques ont beaucoup cette approche d'antériorité. Et c'est vrai qu'on est peut-être aussi, pour certaines entreprises, dans des modèles sur lesquels on ne sait pas justifier de l'avenir sur un marché, un projet dans lequel il y a déjà un contrat signé. Ce qui fait que du coup, on a pour un nombre de PME, cette difficulté en fait de dire à 2, 3 ou 4 ans, mon business, ce sera ça. Donc c'est juste en fait pour rebondir là-dessus, parce qu'on a un peu le même sujet, notamment que le reste sur cette approche-là. Sur le sujet environnemental, moi je trouve que c'est une bonne chose. Après, c'est une incertitude. Est-ce qu'on sera capable de y arriver ou pas? Mais en tout cas, il y a un cap, il est donné, il faut s'engager dedans. Je ne vais pas donner le challenge à la limite à la génération d'après, mais en tout cas, je vais le prendre pour moi au niveau générationnel. Et tous ceux qui rentrent dans l'entreprise, à la limite, c'est leur dire, c'est leur challenge aussi. Donc du coup, on en est là. Il y a ce contexte-là. Les choses ont été faites de telle manière. Si vous avez plein d'idées, s'il y a en effet des critiques, peu importe, venez les mettre en place. Nous, on est ouverts, on partage le même projet. Comment on fait pour réduire du coup cet impact-là et construire du coup cette industrie de demain? Donc à la limite, je dirais plus, on va le transformer comme une opportunité pour ceux qui veulent relever un challenge plutôt qu'à la limite une contrainte. Et on avait fait l'exercice sur l'usine de Bagnolet, puisque du coup, je sais qu'on produit à peu près 7 tonnes de déchets par an. Et par rapport à tout ce qui a été mis en place au niveau recyclage, réutilisation et autres, on est à près de 19 tonnes de CO2 économisées. Ce qui fait que du coup, à partir du moment où on a réussi à avoir des premiers indicateurs, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a plus qu'à aller dans le bon sens. Donc, comment on fait demain pour en avoir moins? Et du coup, c'est les indicateurs qui donnent envie d'avancer. Il est clair que l'aspect normatif est aussi très important dans le domaine des plantes. On a, je crois, une situation assez vertueuse puisque nous avons commencé à introduire de nouvelles normes et les négocier avec l'Union européenne ça dès l'année 2010, avec aujourd'hui des produits qui ont une efficience 80% supérieure, bien souvent à celle des produits d'avant 2010. Et on sait qu'on a déjà, parce que les profils il y en a partout, par ce biais réalisé d'importantes économies d'énergie, puisque lorsqu'on fait le bilan carbone, je le sais, nous de l'entreprise, on s'aperçoit que dans notre domaine, 98% de la trace carbone que l'on laisse est liée à l'usage du produit. Et dès lors qu'on travaille sur l'efficience de ces produits, on a un impact important. Juste pour information, les premières normes sont sorties en 2013 sur les circulateurs de chauffage, et juste sur cette gamme de produits, on avait calculé qu'à horizon 2020, donc nous y sommes, l'économie annuelle en Europe, c'était 23 TWh, ce qui est à peu près l'économie d'un pays comme l'Irlande. On voit à quel point l'aspect normatif, dès lors qu'il est négocié conjointement avec les industriels par l'Union européenne et qu'il est amené de manière raisonnable, en tout cas soutenable pour l'industrie, peut avoir un levier très important sur les éléments environnementaux. Peut-être, Martine, un dernier mot sur la vision de l'industrie par rapport à l'environnement. Déjà, quelque chose de très pratique, nous, à l'IMT, on forme et on formera pour l'industrie les ingénieurs, les managers qui auront les compétences pour pouvoir intégrer
finalement tous les aspects de la transition écologique. Pour preuve, dès l'année dernière, on a été interpellé par un certain nombre de nos étudiants qui sont membres de notre conseil d'administration et qui nous ont interpellés via un manifeste en nous demandant d'intégrer dans nos enseignements, dans nos corpus de formation, des compétences qui soient beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus liées à la transition économique, en intégrant plus tout ce qui est économie circulaire, éco-conception, le cycle de vie, avoir une vision systémique un petit peu, et toute la problématique finalement de réduire, de recycler, de préserver. Donc nous sommes en train à l'IMT, on a créé un groupe de travail ad hoc sur ce sujet pour préparer un nouveau référentiel de compétences pour préparer les futurs ingénieurs qui intégreront vos entreprises et qui pourront être une force et une dynamique en plus pour vous aider à passer le cap. Et c'est vrai que c'est une demande aussi des nouvelles générations. C'est vraiment très récurrent dans les entretiens d'embauche que l'on peut travailler avec eux. Et ce sera un facteur d'attractivité, je pense, significatif pour vos entreprises, parce que si ça émane vraiment directement de ces générations-là, ça veut dire que le choix de travailler dans une entreprise, ce sera aussi, et pas juste l'étiquette, pas juste le greenwashing, c'est parce que dans vos pratiques, eh bien, vous pouvez démontrer qu'effectivement, vous préservez l'environnement, vous avez des cycles vertueux de fonctionnement, et je pense que ça fera la différence. Tu parlais de sens, de quête de sens, Boris, tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi une quête d'utilité, et c'est une petite parenthèse, mais on le voit à travers les choix que les étudiants ont fait récemment sur Parcoursup. Les 3 formations qui arrivent en tête, c'est infirmier, alors qu'on voit bien que durant la crise Covid, ils en ont quand même bien bavé, et pourtant c'est le premier choix. Second choix, c'est la médecine. Pareil, les médecins au front. Troisième choix, les écoles d'ingénieurs. Donc je pense que voilà, ces 3 choix quand même, ils sont concrets, factuels. Je pense qu'ils reflètent quand même un bon nombre de questionnements que les industriels doivent s'emparer et réfléchir peut-être à la manière dont ils intègrent aussi leurs nouveaux collaborateurs et comment ils veulent apparaître en étant plus attractifs avec ces questions-là. On arrive pratiquement au bout de cet échange et de ce webcafé. Une dernière question que je voudrais vous poser. Nous sommes à 1 an des élections présidentielles. En tant qu'industriel, c'est un peu la lettre au Père Noël, mais quelles questions, quels souhaits voudriez-vous exprimer auprès du prochain ou de la prochaine président ou présidente de la République? Olivier? Alors, effectivement, comme je le disais précédemment, il est important de poursuivre la politique actuelle pour créer un environnement qui soit vraiment favorable aux entreprises françaises et à l'industrie. Donc il faut continuer à travailler sur la compétitivité du Made in France, à travers les taxes de production, à travers le coût du travail, à travers aussi l'environnement normatif qui va permettre de plus facilement créer des nouvelles usines. Il faut préserver et amplifier également la capacité de transmettre les entreprises d'une génération à l'autre. On a beaucoup parlé d'innovation. Il y a un dispositif unique au monde en France qui joue à plein parce qu'il y a énormément de savoir-faire dans le privé, dans le public. Pour aller dans cette démarche d'innovation, c'est le crédit impôt recherche. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument sanctuariser. Il a été un petit peu critiqué récemment par un rapport public, alors que je pense que c'est un élément tout à fait essentiel. Donc voilà, parce que si on a une économie forte, si on a des territoires qui vont se développer économiquement, tout sera possible. On pourra recréer des écoles, irriguer les territoires, et donc il faut absolument avoir une politique pro-entreprise. Alexandre, un mot là-dessus également. Moi, je pense qu'il faut continuer l'effort qu'a fait le gouvernement pour soutenir l'industrie. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en musique, notamment, on parlait des filières stratégiques, par exemple. J'espère qu'en tout cas, cette politique va rester et que du coup, il y aura encore beaucoup d'initiatives pour soutenir le développement industriel. Bien, ce sera le mot de la fin pour ce qui est des interventions. Merci à vous tous de cette belle émission. Laura, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi j'aurais un vœu quand même que je voudrais remonter. Alors, un petit vœu au Père Noël. Moi, ce que je voudrais, c'est du courage et de la fermeté. Alors, ça, d'un point de vue très global,
mais dans tous les domaines, c'est-à-dire l'éducation est une catastrophe, la justice, on peut en parler aussi, et au final, on se demande si on peut encore faire des enfants, parce que, enfin, on va leur laisser quoi comme monde? Un monde en dette, un monde où on n'est pas sûr que ce soit les victimes qui soient protégées, enfin, voilà, donc c'est, voilà. Faites-en ce que vous voulez, mais il y a un moment, il faut... C'est un challenge pour les générations futures. Voilà, et puis le problème, c'est que c'est toujours 2 poids, 2 mesures. C'est on va d'un côté, on va de l'autre, mais on ne prend pas de décision forte. On ne sait pas où on va, et voilà. Du courage, de la fermeté, du soutien et un projet clair. C'est ça, voilà, c'est bien résumé. Et la formation. Merci à tous encore une fois d'avoir participé à ce webcafé. Merci Frédéric. C'est moi qui vous remercie tous, qui remercie Boris qui a été juste parfait. Donc voilà, si tu sais ce que tu vas faire maintenant, il y a des mercredis où il faudra que tu sois disponible entre 14h et 15h. C'est le prix à payer. Merci vraiment à tous. Avec plaisir. Moi, je me suis régalé en regardant cette émission. Pour une fois, je l'ai regardé d'à côté. Et c'était top aussi, franchement. On peut peut-être faire une petite photo souvenir. On va faire une photo souvenir. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions sur le chat. Non, pas de commentaires. Vous avez été parfaits. Merci à tous. C'était un bel anniversaire. Et merci à tous d'être venus. Et puis le présentiel, c'est quand même bien aussi. Ouais. Merci. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, je serai au Cameroun et on parlera d'industrie africaine. Et oui, il y a de l'industrie aussi en Afrique et il y a des entrepreneurs français qui font l'industrie en Afrique. On en parlera mercredi prochain. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir.